Le ministre français des Affaires étrangères vient de boucler une visite de 24 heures dans notre pays. Au cours de son séjour, Laurent Fabius a échangé avec les autorités maliennes de la nécessité d'organiser les élections en juillet prochain. Pour ce faire, la France et la communauté internationale aideront le Mali à réussir ce défi, a-t-il déclaré. L'impact de la crise politico-sécuritaire sur les activités des institutions financières, le sujet est au centre des travaux de la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers qui a débuté aujourd'hui à Bamako. Sport, les 11 créateurs de Nyarela éliminés par l'Étoile du Sahel, les Tunisiens se sont imposés 3-2. Nous sommes vendredi 5 avril. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le ministre français des Affaires étrangères était en visite d'amitié et de travail à Bamako. Laurent Fabius est venu dire aux autorités maliennes la nécessité pour le pays d'organiser les élections au plus tard en juillet 2013. Pour cela, il a eu d'abord une séance de travail avec son homologue malien en présence du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Laurent Fabius a ensuite été reçu par le Premier ministre et le président de la République par intérim. Là également, les échanges ont essentiellement porté sur le processus démocratique. Reportage Ibrahima Traoré. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé jeudi soir à Bamako pour s'imprégner de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Laurent Fabius porte actuellement plus d'attention au volet politique de la crise malienne afin de mieux préparer l'après-guerre. Son pays insiste depuis des semaines sur la nécessité d'organiser des élections au Mali au plus tard en juillet. Le sujet était justement à l'agenda des discussions que le ministre Fabius a eues avec le président de la République par intérim. Il va y avoir des élections et la feuille de route qui a été approuvée par l'Assemblée malienne prévoit un certain nombre de choses, de dates, etc. Et il est normal qu'il y ait une procédure démocratique. Je pense que tout le monde attend, c'est légitime, que soient respectées les décisions qui ont été prises par l'Assemblée et qui ont été répétées l'autre jour par le président Traoré, c'est-à-dire des élections qui doivent avoir lieu au mois de juillet. Le chef de la diplomatie française s'est entretenu aussi avec le Premier ministre. Les discussions entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur le dialogue démocratique, la sécurité, le développement économique et bien entendu les préparatifs des élections. Django Sissoko a une fois de plus apprécié l'action que mène la France au Mali pour lui permettre de dépasser rapidement ces moments difficiles de son histoire. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre Fabius a eu une séance de travail avec son homologue malien, une rencontre élargie au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Là aussi, on a surtout parlé d'élections et de la réconciliation nationale. Maliens et Français mesurent les défis à relever. Dans cet accompagnement, cette solidarité, toute cette aide que votre pays, la France, apporte au Mali, nous avons aussi nos responsabilités auxquelles nous devons faire face, qui consiste à construire un environnement cohérent, qui consiste à faire en sorte que le dialogue nécessaire entre Maliens se fasse dans la plus grande ouverture pour que la confiance revienne, pour que l'unité revienne, pour que la paix revienne et que le Mali se développe dans l'harmonie et dans l'équilibre pour le bonheur de toutes les communautés qui vivent sur sa terre. Ces élections devaient avoir lieu au mois de juillet, donc techniquement on nous indique que c'est faisable. Il y a les législatives aussi organisées, c'est un peu plus compliqué, vous me l'avez expliqué. En tout cas, je veux, au nom de la France, et au nom de la communauté internationale, vous remercier très chaleureusement pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez faire pour que les élections aient lieu dans de bonnes conditions. La tenue des élections en juillet semble bien possible, mais le pays fait face toujours à d'importants challenges, notamment la sécurité et la stabilisation des zones déjà libérées, le retour d'aide déplacées et de l'administration. À cela s'ajoute le cas Kidal, où les troupes maliennes demeurent toujours absentes, une situation que les Maliens ont juste là du mal à comprendre. Restons toujours avec le ministre français des Affaires étrangères, réconciliation, mise en œuvre de la feuille de route et organisation des élections. Voilà les différents sujets abordés par Laurent Fabius avec le président de la commission dialogue et réconciliation et les responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. C'était lors d'un déjeuner au Grand Hôtel de Bamako, compte rendu Mamadi Koni.
À l'invitation du ministre français des Affaires étrangères, ils sont une dizaine de responsables de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale à prendre part à ce déjeuner. Occasion pour Maliens et Français de parler de l'application de la feuille de route, de l'intervention de la France au Mali, de l'organisation d'élections propres et crédibles et de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Ce que nous avons eu à préciser, c'est que nous estimons que les élections présidentielles comme législatives doivent être faites si les conditions sont réalisées. Quelques instants après, le président de la commission Dialogue et Réconciliation a été reçu par le ministre français. Au centre des entretiens, l'importance de la réconciliation pour une sortie de crise. Nous avons justement parlé de cela. Il a salué la mise en place de cette commission Dialogue Réconciliation et il m'a fait part de l'engagement de la France à nos côtés, ce qui est vraiment indispensable. Ces deux rencontres auront permis aux diplomates français d'obtenir le maximum d'informations sur la situation au Mali. Après une journée bien chargée, le ministre français des Affaires étrangères et son homologue malien ont animé une conférence de presse. Les journalistes ont d'ailleurs saisi cette occasion pour parler des prochaines élections et de l'absence de l'armée malienne à Kidal. Aïssata Ibrahim Maïga. Au terme des échanges avec les acteurs maliens et les partenaires militaires, le ministre français des Affaires étrangères et de la coopération internationale qualifie son séjour au Mali d'utile et de positif. L'une des questions essentielles de cette conférence de presse portait sur la tenue des élections en juillet. Tous mes interlocuteurs, je dis bien tous sans exception, soutiennent ce qui est d'ailleurs la feuille de route adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, que les élections doivent avoir lieu en juillet. Je n'ai entendu personne, y compris parmi les grands partis politiques, proposer quelque chose de différent. Et nous, la France, même si nous n'avons pas, bien sûr, à nous ingérer dans les décisions maliennes, c'est important pour nous, membres de la communauté internationale, que les élections aient lieu à leur date. Un autre volet important de la rencontre de Laurent Fabius avec les journalistes, l'absence de l'armée malienne à Kidal. Le ministre français prône le dialogue. Quand vous avez une ville de 62 000 habitants, où il y a un groupe armé qui en assure le contrôle, eh bien, je pense que le maximum doit être fait pour que la situation évolue, afin que Kidal retrouve la normalité et en même temps qu'il y ait le moins de pertes humaines possible. Voilà l'objectif. C'est la raison pour laquelle nous recherchons le dialogue, mais en même temps avec une idée très précise de l'objectif. Ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on est moins ferme sur l'objectif. Vous savez, les opérations militaires procèdent d'une planification. Et quand vous échouez dans la planification, vous planifiez l'échec. Comprendre que notre armée est dans une opération planifiée. Laurent Fabius a par ailleurs ajouté que des succès ont été enregistrés au niveau militaire et qu'il faut œuvrer maintenant pour le retour définitif de l'administration et des populations déplacées. Avant de quitter notre pays tout à l'heure, le ministre français des Affaires étrangères a rencontré à l'aéroport Bamako-Sénou les militaires de l'opération Serval. Laurent Fabius est venu encourager les militaires français pour l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, au micro de Adama Kodjo. On peut faire les élections au mois de juillet. Et c'est ce que demande la population. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas voté. Alors voilà, il faut aller, il y a des dispositions techniques à prendre pour éditer les cartes de vote, etc. Mais je pars avec l'idée que les élections présidentielles auront lieu en juillet. Le message, c'est d'abord un message de félicitations, parce que tout le monde reconnaît qu'ils ont fait un travail absolument magnifique, avec bien sûr les Maliens, avec les troupes africaines, mais Serval, c'est vraiment, et souvent au péril de leur vie, ils ont sauvé le Mali. Et puis on a parlé du futur, des points où il y avait encore des progrès à faire, des points où maintenant c'était bien sécurisé, voilà. Lors de cette rencontre, le ministre français a également parlé d'élections.
Le collectif des ressortissants du Nord Mali coréenne dut suivre avec une grande attention l'évolution de la situation militaire et sécuritaire dans notre pays, tout en étant fortement attaché au rétablissement de la sécurité et de la quiétude pour toutes les populations du septentrion du Mali. Le Coréen demeure préoccupé par ce qu'il convient d'appeler désormais le cas particulier de Kidal. Le collectif des ressortissants du Nord coréen constate que le MNLA, si prompt à assurer les forces armées et de sécurité du Mali, laisse sinon encourager ses militants à mener des exactions à connotation raciste contre les Maliens sur la base de leur appartenance ethnique et leur fidélité au Mali. Le collectif des ressortissants du Nord coréen condamne vivement ces exactions qui contribuent à ralentir le processus de réconciliation nationale. En 6e région, le médecin-chef du centre de référence de Tombouctou, Dr Ibrahim Maïga, a été poignardé à son domicile cet après-midi vers 14h. Selon le gouverneur de Tombouctou, le colonel-major Mamadou Mangara, la vie de monsieur Maïga n'est pas en danger. Les enquêtes sont en cours par la gendarmerie pour rechercher et traduire en justice le ou les coupables. Le représentant de la FAO au Mali, après un séjour d'1 an et demi, est en fin de mission dans notre pays. Il a fait ses adieux ce matin au président de la République par intérim. Dr Thierry Ange Ela Ondo estime avoir réalisé un bilan positif au cours de son séjour dans notre pays. Il a été élevé au grade de chevalier de l'ordre de mérite national à titre étranger. Dr Thierry Ange Ela Ondo au micro de Youssouf Diakité. Au moment où je quitte le Mali, je laisse la FAO avec un portefeuille de 21 projets pour un montant global de plus de 7 milliards de francs CFA. Et dont un peu plus de la moitié, c'est dans le cadre des programmes d'urgence. Mais nous avons aussi des projets de développement qui sont en activité. Et en perspective, nous avons un portefeuille de projets de près de 14 milliards pour lesquels nous sommes en train de nous battre pour mobiliser les ressources. Alors, je pense que c'est assez, mais c'est pas suffisant. Il faut encore beaucoup faire, qui entraîne des problèmes sur le plan humanitaire. Et cela nous amène à penser, à travailler un peu plus que nous l'avons fait auparavant. Quand j'arrivais ici, on me disait, vous êtes parti de chez vous, mais vous êtes toujours chez vous. Bon, l'hospitalité, l'accueil, les gens sont très chaleureux et humbles, sociables, d'accès facile. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Autant des hauts responsables que des gens de la classe moyenne. J'ai beaucoup apprécié ça. Bon, le président de la République a bien voulu autoriser à ce que je sois décoré chevalier de l'ordre du mérite national à titre étranger. Et je lui en suis beaucoup reconnaissant. Cela veut dire que le président de la République et son gouvernement estiment que, quand bien même j'ai fait peu de temps au Mali, mais ce que la FAO a pu réaliser sous mon impulsion est relativement acceptable. À la présidence toujours, le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, a reçu en audience Daba Modibo Keïta, le double champion du monde de taekwondo, qui est venu témoigner sa reconnaissance au chef de l'État et lui soumettre une doléance. Écoutons Daba Modibo Keïta à sa sortie d'audience au micro de Siragatou Sissé. J'ai tenu simplement à rencontrer son Excellence Monsieur le Président, dans le but déjà de le remercier. J'ai profité aussi de cette occasion-là pour échanger un peu par rapport à ma carrière sportive et lui dire que voilà, je reste à la totale disponibilité encore du Mali par rapport à ma carrière et je continuerai de donner mon effort le maximum dans le but de pouvoir remporter des médailles pour le Mali. Il m'a donné son accord dans le but de me pôler aussi, de me suivre en tant que père et en tant que président de la République. Je souhaite que, en tant que président, ce qui s'est passé à Londres par rapport à ma demi-finale, dans le cadre de ma demi-finale contre l'Italien, concernant la décision qui a été prise par le corps arbitral, qui a privé le Mali d'une médaille olympique. Au jour d'aujourd'hui, à travers mon association, on a envoyé une lettre en fait au CIO, qui est le Comité international olympique, et à la Fédération mondiale de taekwondo, qui est la Fédération mondiale de taekwondo, pour manifester notre cri du cœur par rapport à la décision que le corps arbitral, qui demeure jusqu'à aujourd'hui sans réponse. Et donc, j'ai demandé à ce qu'il puisse me pôler aussi dans le but de pouvoir avoir plus d'éclaircissements par rapport à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques.
Le Premier ministre Django Sissoko a reçu ce matin en audience 2 délégations des Nations Unies. La première était conduite par le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la seconde par David Gressly, chef du bureau des Nations Unies au Mali. Les échanges avec le chef du gouvernement ont porté sur, entre autres, la participation des réfugiés maliens aux élections et l'appui des Nations Unies pour la bonne organisation de ces consultations. Mohamed Diarra. Au menu de l'audience avec les représentantes du ACR, la situation des réfugiés maliens dans les pays voisins. Selon le ACR, ils sont 177 000 réfugiés répartis entre la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, avec la normalisation de la situation au Mali, il est question du retour de nos compatriotes au Bercail. Et cela afin qu'ils puissent participer aux élections futures. Le ACR dit soutenir les autorités maliennes dans le processus de retour des réfugiés. Le vote fait partie du droit des réfugiés et si le vote des réfugiés peut contribuer à une stabilité dans le pays, à le faire rentrer dans son pays d'origine et à ramener la paix et la cohésion sociale, le vote du réfugié est très important. Les Nations Unies suivent de très près l'évolution de la situation au Mali. Une délégation de l'organisation a été reçue par le chef de gouvernement. Tout comme la délégation du ACR, celle des Nations Unies a discuté avec Django Sissoko de l'organisation des élections prévues pour juillet. Notre mission, c'est plutôt politique que technique. Donc, on va travailler sur ce côté-là. En tout cas, on va donner l'appui qui a demandé par le gouvernement. Donc, il a, comme j'ai dit, pour ça. David Gressly s'est aussi félicité du retour progressif de l'administration dans la localité libérée, signe d'un début de stabilité au Mali. Le Haut Conseil des collectivités a fêté ce matin les 11 années de son existence. Pour marquer l'événement, l'institution a organisé une journée d'échange avec comme thème central rôle et contribution du Haut Conseil des collectivités dans le programme de mise en œuvre du dialogue social intra- et intercommunautaire. Il s'agissait pour l'institution, à travers le choix de ce thème, d'apporter sa contribution dans la résolution de la crise que traverse notre pays. Reportage Modibo Mariko. Traditionnellement consacrée à faire le bilan des actions de l'institution, la crise qui traverse notre pays a toutefois pris une grande place dans les travaux de ce 11e anniversaire du Haut Conseil des collectivités. Le pays est libéré de ses occupants et le défi à relever selon les premiers responsables de l'institution sera de favoriser le vivre ensemble. Le Haut Conseil salue pour cela la mise en place de la commission dialogue et réconciliation. Ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux est une exigence absolue que nous devons comprendre. Si nous voulons construire un futur riche de promesses, où les conditions de vivre ensemble sont assurées, nous devons rester nous-mêmes, et nul doute. L'emprise sera affermie et que le meilleur est à venir, tant il est vrai que la voie peut être étroite et les dangers demeurent comme la menace du repli identitaire qui puise ses racines au gré des crises que nous traversons depuis plus d'un demi-siècle. Au chapitre du bilan des 11 années d'existence, le Haut Conseil est fier d'être là pour donner son avis sur tous les problèmes concernant la vie des collectivités. Il n'en est pas moins fier aussi d'avoir pris une part importante dans la création du centre de formation des élus et du fonds d'appui aux collectivités pour ne citer que cela. Comme pour rester dans cette mission de promotion de la décentralisation pour l'avenir, le Haut Conseil propose l'approfondissement de la bonne recette de l'intercommunalité et du jumelage. Et la thématique de cette journée procède de cette volonté qui est centré sur rôle de contribution du Haut Conseil de collectivité dans le programme de mise en œuvre du dialogue intra- et intercommunautaire. Nous, élus locaux et nationaux, devons nous promouvoir, soutenir et accélérer le processus d'intégration économique, politique et sociale au plan local et régional à travers des échanges de jumelage et l'intercollectivité, comme le syndicat intercollectivité Boulomba, regroupant Bougouni et Kidal, une initiative partenariale qui doit faire école. À l'institution, l'on reste convaincu que la mise en place d'une paix définitive sur des bases solides passe par une application intégrale de la décentralisation dans notre pays.
Monde des affaires à présent, la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers s'est ouverte cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako. Cette journée vise à faire connaître davantage les produits et services bancaires au public. Ce rendez-vous annuel est également l'occasion pour les professionnels des banques de réfléchir sur les questions d'intérêt commun. Cette année, la réflexion porte sur l'impact de la crise politico-sécuritaire sur les activités des institutions financières. La cérémonie d'ouverture de la journée était présidée par le ministre délégué chargé du budget, compte rendu Bourama Traoré. Par ce geste, le ministre délégué chargé du budget ouvre ainsi le salon des banques, acte 1 de la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers. Ce salon est l'occasion pour les professionnels des banques de promouvoir et de vulgariser les services et produits bancaires. C'est donc parti pour 2 jours d'opération de séduction. Le but est de réussir une triple mission. Premièrement, poursuivre la bancarisation de l'économie. Je rappelle que nous avons un objectif d'atteindre 20% de taux de bancarisation dans notre pays et les banques doivent y contribuer lourdement. Deuxièmement, assurer la promotion et le développement, la vulgarisation des produits et services bancaires. Et troisièmement, assurer un dialogue et un partenariat entre la banque et sa clientèle. Au fil des ans, l'activité s'impose comme un rendez-vous économique majeur du pays. Cette année, l'événement a une saveur particulière due à la crise institutionnelle et sécuritaire. C'est pourquoi la réflexion porte sur l'impact de cette double crise sur les activités des banques et établissements financiers. Les professionnels du secteur vont également échanger sur le paiement électronique, lequel reste un défi à relever pour les banques. Il est temps que les banques sortent des bureaux, il est temps que les banques se mettent à la disposition de leur clientèle et c'est ce que nous osons de faire pour que la banque, et par rapport aux usagers, soit la chose la plus accessible possible. Ce qui permettra aussi d'améliorer le taux de bancarisation au Mali qui reste très faible. Il est estimé à 11%. Pour revoir donc ces taux à la hausse, la meilleure arme demeure l'information et la sensibilisation des populations. Pour que l'économie puisse fonctionner correctement, pour que chacun puisse avoir la source de financement nécessaire à son activité, il faut que les gens aient des comptes en banque. L'appel que j'ai à lancer, que les gens viennent à la banque, que l'on essaie de cultiver un esprit d'épargne. C'est nécessaire pour que notre activité économique puisse enfin décoller. Cet appel aux allures d'un cri de cœur sera-t-il entendu par les populations? La réponse dans les tout prochains jours. Le monde des affaires, on en parle encore dans le cadre de l'octroi de la 3e licence de télécommunications. Le ministre des Postes et Télécommunications rappelle à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les modalités retenues pour le règlement du prix d'acquisition de la licence, 55,1 milliards de francs CFA, sont les suivantes. Versement par l'acquéreur, le groupement Planor Monaco Télécom International d'une première tranche de 33 milliards de francs CFA après l'approbation du cahier des charges préalables pour la délivrance de la licence. Versement du reliquat de 22,1 milliards de francs CFA 3 mois après le paiement du premier acompte. Ainsi, la signature de la convention de concession et de la licence est intervenue le 12 février 2013 après que le Trésor public ait confirmé la réception effective du montant de 33 milliards dans le compte spécial ouvert à cet effet dans les livres de la BCEAO au Mali. Le paiement de la seconde est attendu le 13 mai 2013. Par ailleurs, le ministre des Postes et Télécommunications rassure l'opinion nationale et internationale que la 3e licence a été octroyée dans le strict respect des dispositions du Code des marchés publics et des délégations de services publics. Cela dit, l'ambassadeur des États-Unis au Mali a animé une conférence de presse aujourd'hui sur l'aide humanitaire que son pays apporte aux populations du Sahel. Au cours de cette conférence, Marie-Berthe Léonard a parlé de l'assistance que les États-Unis vont apporter au Mali pour la bonne organisation des élections. Il s'agit surtout pour son pays de participer à la formation des acteurs à travers le programme de gouvernance de l'USAID. Pour plus de détails, écoutons l'ambassadeur des États-Unis au Mali au micro de Mohamed Diarra. C'est un grand sujet pour le peuple malien, mais le constat de base, c'est que cette période intérimaire, avec ses fragilités inhérentes, il y a vraiment lieu d'en sortir aussi rapidement que possible. Et l'assistance des États-Unis aux élections, nous avons quand même, à travers le programme de démocratie et de gouvernance de l'USAID et à travers des partenaires comme le IFIS, c'est le
la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et le NDI, l'Institut démocratique national des États-Unis, des programmes par exemple de formation des citoyens, de tirer l'attention sur l'importance de voter, de participer. S'il y a une leçon à tirer de cette période au Mali, c'est la responsabilité du citoyen de participer dans sa vie politique. Que ce soit en votant, que ce soit en haussant les voix pour exiger ce qu'on veut de son gouvernement. Je crois que dans mon discours de 4 juillet, j'ai parlé des responsabilités des citoyens d'agir de façon paisible et constructive quand on voit qu'il y a un défaut dans son système. Et le premier pas dans tout ça, c'est quand même de voter. Le Sénégal a commémoré hier 4 avril le 53e anniversaire de sa fête nationale. C'était autour d'un cocktail que les Sénégalais résidant à Bamako, accompagnés par leurs amis maliens, ont célébré l'événement à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal. L'exécution des hymnes nationaux du Mali et du Sénégal ont donné le ton des festivités auxquelles ont participé plusieurs membres du gouvernement, de nombreux diplomates et amis du Sénégal. Ndeye Sissoko. La célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été l'occasion pour l'ambassadeur du Sénégal au Mali de dresser le bilan des bonnes relations et la solidarité entre nos deux pays, surtout en cette période difficile de notre histoire. Dans le cadre des efforts déployés pour aider le Mali à retrouver la stabilité et recouvrer son intégrité territoriale, il importe de noter que le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a bien voulu, entre autres mesures de soutien, envoyer un contingent militaire dont une grande partie est déjà déployée à Gao. À cela s'ajoute une compagnie de la FPU de la gendarmerie sénégalaise. Il est utile de rappeler la contribution du Sénégal d'un montant de 2 millions de dollars à l'occasion de la réunion des pays donateurs du Mali tenue à Addis Abeba. Le Mali et le Sénégal sont tous une histoire commune qui remonte à la nuit des temps. Aussi, devons-nous tous entreprendre pour faire de notre coopération un modèle en Afrique. L'exemplarité des relations évoquées par le diplomate sénégalais Hassan Doye a été partagée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour la solidarité qui s'est manifestée depuis quelques mois, que notre pays, le Mali, fait face à une difficulté majeure de son histoire, il est vrai, nous sommes deux États, mais monsieur l'ambassadeur vient de le dire, nous sommes un peuple, un seul peuple. Sénégalais et Maliens travaillent de manière à effacer ces marques de l'histoire, en faisant en sorte que sur la scène internationale, le Sénégal et le Mali parlent d'une seule et même voix. Outre la coopération politique et sécuritaire, le Mali et le Sénégal entretiennent des relations dans les domaines tels que le commerce, l'enseignement, l'agriculture, les transports, l'énergie, entre autres. Au cours de la soirée, 2 distinctions ont été remises. L'une à Maître Amadou Diarra en guise de reconnaissance pour les services rendus à la communauté sénégalaise vivant au Mali et l'autre à Ibra Guissé pour ses initiatives en faveur du renforcement de la coopération entre le Mali et le Sénégal. La dégustation du gâteau d'anniversaire et le cocktail offert en toute convivialité ont coloré cette soirée qui, en plus de la célébration de la fête d'indépendance du Sénégal, s'inscrivait dans le cadre du raffermissement de la fraternelle coopération qui existe depuis très longtemps entre le Mali et le Sénégal. Transition toute trouvée, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiaman Hubert Koulibaly, a quitté Bamako ce vendredi 5 avril pour Istanbul, Addis Abeba et Alger. À Istanbul, en Turquie, le ministre effectue une visite officielle d'amitié de travail en réponse à l'invitation de son homologue turc. À Addis Abeba, en Éthiopie, le ministre prendra part du 8 au 9 avril aux travaux du Conseil exécutif de l'Union. À Alger, le
Le ministre Tiaman, Hubert Koulibaly, effectuera du 10 au 11 avril une visite officielle d'amitié et de travail en réponse à l'invitation de son homologue algérien. Le nouveau bâtiment abritant le tribunal administratif de Bamako vient d'être inauguré à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. Bâti sur une superficie de 3500 mètres carrés, le bâtiment, composé d'une vingtaine de bureaux, de 2 salles d'audience et des annexes, a coûté près de 239 millions de francs CFA. La nouvelle structure devra améliorer les conditions de travail du personnel. La cérémonie d'inauguration était présidée par le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Agali Agagissa. La réalisation de la structure a coûté près de 239 millions de francs CFA, entièrement financé sur le budget national. Il est bâti sur une superficie de 35 arts. Sa conception architecturale fait revivre un aspect culturel du Mali. Le bâtiment quand même est purement authentique de l'architecture soudano-sahélienne. Il comporte un bâtiment principal composé d'une vingtaine de bureaux, avec des grandes salles d'audience avec une capacité de 100 places chacune, 2 grandes salles de délibération. L'ensemble du bâtiment est équipé. Un investissement qui contribue à l'amélioration des conditions de travail du personnel. Depuis la création de ces tribunaux et leur fonctionnement en 1994, il n'y a pas eu de dotation des tribunaux en immeuble. Il y a eu la dotation en équipement nécessaire, les chaises, les fauteuils. Nous espérons que les autres matériels suivront. Un bon cadre de travail est toujours stimulant pour une justice de qualité. C'est ce souci constant qui a toujours déterminé l'État, malgré la faiblesse de nos moyens, de réaliser un minimum de conditions de travail pour les acteurs de la justice. Le nouveau tribunal administratif est logé en commune 6 du district de Bamako, dans le secteur de Boli. Plusieurs personnalités politiques et des représentants du secteur de la justice étaient présents à la cérémonie d'inauguration. Toutes nos excuses pour quelques graissements de micro constatés dans la diffusion de cet élément. La 5e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui au développement de l'élevage du zébi mort dans le cercle de Nara a eu lieu ce matin ici à Bamako. L'exercice a pour but de faire le bilan des activités et de poser les jalons des orientations futures pour les responsables du projet. Malgré le contexte de crise ayant engendré le départ des partenaires, les activités se sont poursuivies normalement chez Mogo Konaté. Si le cercle de Nara est une zone d'élevage par excellence, une place de choix y est accordée aux zébis morts. L'élaboration du projet d'appui au développement du zébi mort dans le dit cercle se situe dans ce cadre. Le projet en question répond à une sollicitation des collectivités locales. Cette 5e session ordinaire a pour objet de faire le bilan de l'exercice écoulé et de dégager les perspectives. Selon les responsables du projet, l'année 2012 aura été particulièrement difficile. À l'origine, la crise politique et sécuritaire qui a soutenu l'interruption du financement. Qu'à cela ne tienne, des avancées significatives ont été enregistrées. Nous avons pu faire justement des études pour la création de nouveaux périmètres et la réhabilitation aussi justement de certains périmètres. Enclencher le processus qui devait justement conduire à construire 11 banques d'aliments bétail et puis justement les équiper et les approvisionner. Mettre en place 5 cabinets vétérinaires ruraux d'ailleurs qui sont justement sur le terrain. La liste n'est pas exhaustive. Pour maintenir le cap, il s'agira d'améliorer le système d'intervention. L'accent sera mis sur les activités suivantes. L'amélioration de l'accès des animaux aux ressources pastorales. L'amélioration de la gestion technique des troupeaux par un renforcement de l'encadrement et par un accès facilité à un ensemble de services, banque d'aliments bétail, cabinet vétérinaire ruraux, microfinance. Le projet d'appui au développement de l'élevage du zébi mort dans le cercle de Nara a démarré en avril 2010. Il est financé à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA par l'Agence de coopération technique belge sur une période de 5 ans. Écho de nos régions en 4e région, environ 700 millions de francs CFA, c'est le coût du projet BARA. Ce programme d'Helvetas Suisse Intercoopération, qui a été lancé officiellement ce vendredi à 100, concernera l'insertion professionnelle de 2800 jeunes des cercles de Sant, Toubignan et Bla, de Ségou, la correspondance de Kandesilla. Le projet Bara ou le travail, dont la cérémonie de lancement a regroupé les responsables des cercles de Sant, Toubignan et Bla, est une initiative
d'Helvetas Suisse Intercoopération. Il vise de façon spécifique à réduire l'impact de la pauvreté et à lutter contre l'exode rural des jeunes dans les 3 cercles. Dans les zones rurales de la région de Ségou, le nombre de jeunes en âge de travailler ne cesse d'augmenter, alors que les opportunités d'insertion sont faibles. Chaque année, au niveau national, c'est au moins 400 000 nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Les bénéficiaires directs du projet Bara sont 2800 jeunes âgés de 15 à 25 ans des cercles de Blasson et Tomia, issus des exploitations agricoles traditionnelles, mais également des jeunes sortant des centres de formation et des écoles professionnelles ayant de la peine à s'insérer dans la vie professionnelle. Ces jeunes, durant la première phase de la mise en œuvre du projet, bénéficieront de l'appui conseil nécessaire dans la formation et dans la formulation des projets d'insertion dans le secteur rural. Les représentants des collectivités bénéficiaires ont salué cette initiative d'Helvetas Suisse Intercoopération, tout comme l'adjoint au préfet de Sang, dont l'une des attentes demeure l'appropriation du projet par les bénéficiaires. Ce projet qui a été initié par Helvetas Suisse Intercoopération soit carrément approprié par les populations, les jeunes, pour qu'ils développent vraiment leurs compétences afin d'éviter d'aller en exode rural dans les villes, dans les grands centres et souvent même à l'extérieur. Notons que le projet Bara, dont la première phase dure 4 ans, est financé à hauteur de 700 millions de francs CFA par Helvetas Suisse Intercoopération. Coup de pouce à la prise en charge de la fistule obstétricale en 3e région. Le projet Fistule vient de remettre un lot de matériel médico-chirurgical à l'hôpital de Sikasso d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. C'est Kokonate. Composé de valves vaginales, de trousseaux béniqués, de tambours, de lunettes chirurgicales, d'allèges, de kits d'accouchement, de césariennes ou de fistules et de blouses pour plus de 11 millions de francs CFA, la présente donation à l'hôpital de Sikasso est une initiative de Festulcœur avec l'appui de l'USAID. Elle vise à renforcer les capacités techniques de l'équipe chirurgicale de la région à prendre en charge un nombre élevé de femmes qui attendent cette chirurgie. Si la qualité des services est améliorée ou que les femmes n'ont pas pu accéder à temps aux services de qualité et que malheureusement la fistule survienne, nous estimons que c'est un devoir de faciliter la prise en charge de ces femmes ou aussi de rendre disponibles les équipes compétentes pour pouvoir assurer cette prise en charge. Un geste qui aura un impact certain sur la qualité des services offerts par l'hôpital de Sikasso de plus en plus sollicité. C'est un bonheur pour nous de voir notre capacité de prise en charge renforcée. C'est aussi l'occasion que les patients, les parents des patients sachent que nous sommes de plus en plus outillés pour faire face à leurs préoccupations et c'est ça notre mission essentielle. La fistule, c'est une maladie qui se guérit. Grâce à l'assistance technique et financière du projet, l'hôpital de Sikasso a bénéficié d'un renforcement des capacités des ressources humaines à la fistule, mais également la prise en charge de 70 femmes en 2 campagnes. J'ai bon espoir que nous pourrions bientôt atteindre 0 fistule non prise en charge et en finir complètement avec la fistule dans notre pays. Une cérémonie de remise mise à profit par le gouverneur de la 3e région pour rendre visite à la vingtaine de femmes ayant déjà bénéficié de l'intervention chirurgicale de la fistule et à celles en attente. Le maire du district de Bamako porte à la connaissance du public qu'il organise à partir du lundi 8 avril 2013 et jour suivant une grande opération d'assainissement du boulevard du Peuple et de ses abords immédiats du pont des Martyrs au rond-point de l'hôpital Gabriel Touré. À cet effet, il est demandé aux commerçants, vendeurs, ambulants et autres occupants de quitter les lieux afin de faciliter cette opération. Le maire sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Un criminel hors du commun sera bientôt devant la justice. Il s'agit d'un jeune boutiquier, Anthony Korobougou. Il est présumé auteur de viol suivi d'assassinat sur la petite baron de nom aide ménagère. Il a été présenté ce matin à notre équipe de reportage dans la cour de la brigade de gendarmerie de Bamako-Koura, Mamourou Sidibé. La brigade de gendarmerie de Bamako-Koura vient d'instruire une affaire qui sort de l'ordinaire. Il s'agit d'un cas de viol suivi d'assassinat survenu le 31 mars dernier.
Le présumé auteur était un vendeur de Ntomikorobougou du nom de Issa Traoré, âgé de 26 ans. Sa victime est une aide ménagère de 20 ans du nom de Baron Denon. Dans la nuit du 31/03/2013, aux environs de 0h30, Baron se présente devant la boutique de son copain et lui notifie sa grossesse et tient Issa le seul responsable. Furieux de la nouvelle, Issa il met son couteau en poche et invite Baron à un débat sérieux au flanc de la colline. N'ayant pas renoncé à sa décision de dénoncer Issa publiquement comme auteur de la grossesse, Issa a abusé d'elle. Après avoir se soulagé, il égorge Baron, puis laissant sa victime avec son enfant de 3 ans qui jonchait dans le sang de sa maman. Ce genre de crime interpelle les jeunes aventuriers et leurs parents. Ce crime mérite une réflexion particulière du point de vue situationnel et référentiel. Parce que nous n'avons pas l'habitude. Je voudrais que ceux qui gardent les enfants de rester sur leur garde. Issa Traoré sera bientôt devant le procureur pour qu'il lui soit infligé la peine qu'il mérite. C'est horrible. Sport, fin de course pour les 11 créateurs de Nyarela en Coupe de la Confédération. Cet après-midi, l'équipe de Nyarela a été battue 3-2 par l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie en 16e de finale retour de la Coupe CAF, compte rendu à Djoumatina. En abordant cette rencontre face aux Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel des Sousse, vainqueur 2-1 à l'aller, les données étaient simples pour les 11 créateurs. Car une avance d'1-0 les propulsait en 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Mais à domicile, les étoiles de Tunisie en rouge joueront un sale tour à l'équipe de Nyarela, qui n'ira plus finalement au prochain tour. Difficilement entrés dans le match, les créateurs subissent et cèdent du terrain aux Tunisiens, qui vont ouvrir le score à la 22e minute. Moza Absassi profite du mauvais aliment de la défense de Germain Berthier pour faire mal au nôtre. Ces buts sanctionnent d'ailleurs la première mi-temps. La deuxième période sera assez mouvementée. L'arbitre Yama Moulamba de la RD Congo va donner 4 pénaltys, dont 2 de chaque côté. À la 55e minute, Moza Absassi reçut le doublé. Puis Amir Sinayogo et Koke Kanadjigi marquent 2 pénaltys pour les 11 créateurs de Nyarela. À 2 buts partout, les Tunisiens s'offrent finalement la victoire dans les arrêts de jeu, grâce à leur international nigérien Moussa Mazou sur pénalty également. 3-2 pour l'Étoile sportive du Sahel. Les 2 objectifs ont été atteints. Donc voilà, je trouvais que on a fait un match sérieux, on a marqué des buts. Et bon, même si on a souffert sur la fin face à une équipe de 11 créateurs qui a une certaine qualité par moment, je pense que bon, on peut être satisfait de ce qu'on a fait. Un moment, depuis la première minute, on a été victime de notre comportement sur le terrain. Parce qu'on a encaissé un but dès les 15 premières minutes. Ça a beaucoup joué sur l'équipe. Mais quand même, c'est pas la fin de notre parcours. Le championnat est là. On va essayer de nous positionner très bien pour vraiment sauver la saison. Première sortie africaine, les 11 créateurs chutent aux portes des 8e de finale. Sur le continent, le week-end sera marqué par les matchs de compétition des clubs. Ici à Bamako, en Coupe de la Confédération, l'US Bougouni reçoit Recreativo d'Angola. À l'aller, les joueurs de Bougouni avaient perdu 4-0 en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako affronte Casa Sport du Sénégal qui a été battu par 2-1. Voyons avec Abdul Karim Kaba comment ces formations ont préparé ces matchs retour. En gagnant 2-1 au Sénégal, le stade malien de Bamako a pris une sérieuse option sur la qualification. Après cette victoire à Dakar contre le Casa Sport, les Blancs de Bamako essaieront de récidiver devant leur public au stade Modibo Keïta. Il va nous falloir être ambitieux sur ce match-là et pas chercher uniquement à défendre l'avantage qu'on a su prendre à Dakar, mais voilà, vouloir gagner le match et c'est avancer sur l'adversaire, c'est défendre en avançant. Actuel leader du championnat national avec 51 points, le stade malien de Bamako a le moyen de déjouer les pièges de la formation casamassaise. Même si l'essentiel du travail a été fait à Dakar, les poulains de Pascal Janet comptent redoubler d'ardeur pour cette manche retour. Côté supporter, au bureau central, tout est fin prêt
pour la mobilisation de la marée blanche. Stade Malien de Bamako, Casa Sport du Sénégal, comptant pour le match retour des éliminatoires de la Ligue des Champions, ce samedi au stade Modibo Keïta, une rencontre prévue à 17h. Battu à l'aller 4-0 par les Recreativo d'Angola, l'Union sportive de Bougouni se prépare dans la sérénité et la discrétion. Pour aborder ce match retour, la qualification ne sera pas une tâche facile, mais pas impossible. Pour arriver à bout des visiteurs, les représentants du Bani Monontier entendent s'appuyer sur l'engagement et la détermination du groupe. Il règne une atmosphère très bien autour de l'équipe, du président du comité directeur, au préfet, au président du conseil de cercle, au maire, à tous les ressortissants de Bougouni qui sont là, à Bamako et même ailleurs. Nous continuons à recevoir leur appui, nous continuons à recevoir leurs conseils. Les joueurs de Bougouni comptent faire un exploit. Avec la mobilisation et l'accompagnement des responsables sportifs autour de l'équipe, le rendement peut être meilleur. La rencontre Union sportive de Bougouni Recreativo d'Angola, c'est aussi prévu pour ce samedi au stade du 26 mars à partir de 15h. Ce soir, vous aurez droit à une question d'actualité spéciale sur la situation des femmes et des enfants dans la crise. Que font les ONG pour éviter la crise humanitaire? Abbas Famogoyi Traoré reçoit les représentants de Save the Children et OCHA, de Recotrade et du ministère de l'Action humanitaire. Ce sera juste après l'édition Performance. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Demain 13h, vous retrouvez Mohamed Touré à 20h pour la grande édition d'Ississoko. Retrouvez cette édition en visitant notre site www.ortm.ml. Tous derrière les forces armées de sécurité du Mali et leurs alliés pour la victoire finale. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.